5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoutons le futur, le nouveau rendez-vous du podcast Objectif Tech de Capgemini. Alors cette émission décrypte la technologie pour s'orienter dans un monde qui accélère et se transforme. Parce que le futur est de plus en plus présent, le podcast de Capgemini Écoutons le futur vous donne rendez-vous tous les mois pour une émission de décryptage, de réflexion et de discussion sur des sujets qui font l'actualité et transforment notre quotidien. Nous allons parler dans ce numéro de l'intelligence artificielle, l'IA et la mode. Car d'un côté, les attentes des clients ont évolué. Ils sont beaucoup plus exigeants en matière d'engagement, d'impact environnemental et souhaitent de plus en plus consommer auprès de marques qui s'investissent sur ces enjeux. Et puis, tout le secteur de la mode est bousculé avec des faillites en série, ce qui pose d'ailleurs la question du modèle économique des acteurs, y compris les plus gros. Mais de notre côté, la création et le développement de l'IA bousculent les modes de consommation et les stratégies globales des marques. La technologie, particulièrement l'analyse de la donnée, qui occupe désormais une place prédominante dans la stratégie de certaines marques, ne cesse de croître et vient bousculer le modèle traditionnel vers une stratégie multicanale. Et si on se réfère à l'étude Capgemini, ce qui compte pour le consommateur en 2023, 32% des consommateurs ont découvert un nouveau produit ou une nouvelle marque sur les médias sociaux au cours des 6 derniers mois. Et ce chiffre s'élève à 61% si l'on se focalise sur la génération Z. Alors pour parler de ce sujet passionnant, des risques que l'IA peut représenter, mais aussi des opportunités extraordinaires de cette technologie, je serai avec Yann Rivoalan. Vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter. À vos côtés, Vincent Grégoire, directeur de la prospective pour l'agence de conseil en stratégie business et créative Nelly Rodi. Adil Boudadi, CEO de Auton, et Émile De Wilde, qui est expert chez Capgemini. Bonjour à vous quatre, bienvenue. Écoutons le futur, produit par Capgemini, le podcast qui décrypte l'innovation technologique en direct du studio du 147. C'est parti. Écoutons le futur, une émission présentée par Valère Coréard. Comment on explique que l'intelligence artificielle propose autant de nouvelles possibilités ? Est-ce qu'il faut se méfier de cette technologie qui s'invite partout ? De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'IA dans le secteur du prêt-à-porter ? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Et on va commencer avec vous, Adil Boudadi, vous êtes CEO de Auton. C'est quoi l'IA ? L'intelligence artificielle, tout simplement. Je pense que ce qui est assez intéressant, il faut savoir dissocier la partie, on va dire, marketing de l'intelligence artificielle et la réalité de l'intelligence artificielle. On voit de l'IA partout, encore plus avec l'avènement de ChatGPT depuis 1 an maintenant. Je pense que l'IA a toujours existé. Un exemple très simple, quand on part en vacances et qu'on met au final une sorte de reminder automatique, c'est de l'IA. Au final, on vient automatiser un email plutôt que de l'envoyer avec ses propres mains sur un clavier. Quand on vient sur le sujet encore plus spécifique de la mode et de l'IA, ce qui est intéressant à souligner, c'est le fait qu'on regarde un peu ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Les marques retail ont passé, la première étape pour elles était de littéralement au final comprendre que faire de toutes ces datas et comment réussir à la consolider. Donc on est arrivé sur des logiques de système d'enregistrement, système d'exécution type ERP. Et là, ce qu'on voit depuis quelques années maintenant, et c'est tout ce pourquoi Auton existe, c'est maintenant qu'on a toute cette data qui est centralisée, qu'est-ce qu'on en fait et comment on va venir au final appuyer toute la partie data science, qui est au final la discipline clé de l'IA, pour faire en sorte qu'on va rendre ce qu'on appelle l'IH, c'est Auton, c'est l'intelligence humaine, encore bien meilleure et avoir justement ces bonnes décisions au bon moment dans un environnement qui est de plus en plus volatile, comme vous l'avez souligné. Chez Auton, comment vous l'utilisez, cette intelligence artificielle ? Alors, de façon très simple, l'objectif d'Auton, on est une plateforme d'optimisation de la gestion des stocks pour les marques retail. Ce qu'on vient de faire au final en bout de chaîne, c'est cette logique de comment faire en sorte que les marques aient du bon stock, aient toujours du stock sur les produits qu'elles vendent et n'aient pas du surstock sur les produits qu'elles ne vendent pas. Donc c'est tout l'enjeu qu'on a, qui existe depuis toute l'histoire du retail. Mais on va venir récupérer des datas qui vont être en interne, type données transactionnelles, données d'inventaire, données aussi externes qui vont être typiquement la météo. Comme on voit, il fait de plus en plus chaud, les gens ne portent pas encore de doudoune alors qu'on est quasiment en décembre, et justement faire en sorte qu'on va arriver sur une logique, ce qu'on appelle de decision intelligence, pour faire en sorte que les gens aient toujours 3 coups d'avance
sur leur logique d'assortiment produit, leur logique de réassortiment, leur logique de stock rebalancing, etc. Et pour, bien évidemment, impacter l'intégralité des lignes du PNL de chaque marque. Donc, bien évidemment, vente incrémentale, comment grandir de façon plus saine, impact sur la marge brute, donc vendre mieux et de façon, d'un point de vue financier, plus impactant. Et bien évidemment, d'un point de vue besoin en fin de roulement, comment faire en sorte que les marques, de façon ultime, vendent mieux avec moins de stock. Yann Rivaud-Allan, vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter. Comment l'IA s'est invitée dans le secteur de la mode? C'est arrivé par où? Alors, c'est arrivé déjà depuis très longtemps. Je reprends l'exemple tout à l'heure donné par Adil sur les vacances. N'oublions pas que quand aussi on part en vacances avec Waze, on a aussi une capacité prédictive. Et cette capacité prédictive, elle peut se faire, ne serait-ce chaque fois qu'on fait une publicité sur Google ou sur Meta, qui là aussi va vous prévoir quels sont les meilleurs consommateurs qui vont être adressés à vos marques. Les marques s'étant lancées sur Facebook depuis maintenant plus de 10 ans. Elles connaissent déjà cette partie d'intelligence artificielle. Le vrai pivot se fait maintenant avec l'intelligence générative et la capacité, avec des Midjourney, des DALL-E, etc., des DALL-E, je veux dire, de pouvoir concevoir autrement les produits. Mais elles sont aussi bousculées de façon extrêmement brutale par un acteur qui est Chine, qui à la fois sait gérer cette partie d'intelligence artificielle prédictive parce qu'ils savent fabriquer une nouvelle collection en 3 jours versus 3 semaines pour Zara, qui était un des acteurs les plus puissants du marché avant. Et en plus, ils savent générer des nouveaux produits tous les jours, puisqu'ils savent générer 8000 nouveaux produits par jour. 8000 nouveaux produits versus Zara aussi, qui en faisait 500 par semaine. Donc cette capacité de faire à la fois des nouveaux produits, donc d'avoir une partie créative beaucoup plus importante, et de générer un nouveau contenu, parce qu'évidemment ces produits sont aussi adressés avec des photos, ces photos sont aussi générées par l'intelligence artificielle, montre comment à la fois l'intelligence prédictive est essentielle pour fabriquer vite et bien, pour bien vendre, et en même temps pour aussi bien créer. Mais est-ce que ça fait, est-ce que ce sont seulement les gros acteurs qui travaillent avec l'IA? Parce que là, vous citez Chine, Zara, toujours plus vite. Mais est-ce que les acteurs, j'allais dire intermédiaires, voire plus petits, peuvent aussi, ou s'intéressent déjà aussi à l'IA et bénéficient des potentialités? Alors, ils le font sans le savoir. Depuis des années, quand je parle par exemple d'un travail fait sur Meta, de faire confiance à l'IA de Meta pour pouvoir faire de la publicité, c'est in fine faire évidemment de l'IA prédictive. Là, désormais, de concevoir des collections, ça se faisait déjà depuis un certain temps, puisqu'il y avait des sociétés comme Euritech qui permettaient aussi, en collaboration avec le travail de Nelly Rodin, on parlera tout à l'heure Vincent, de pouvoir comprendre aussi les différentes tendances. Donc il y a ce côté où la mode sait aussi travailler cette capacité créative grâce à ces différents outils, et ça fait maintenant plus de 6 ans qu'ils sont sur ce sujet. Là, la véritable différence, c'est comment est-ce que n'importe quel créatif, de par l'usabilité de ses produits, sait utiliser un DALL-E et sait l'utiliser à Midjourney. Et je le vois, par exemple, dans mon quotidien, j'écris 1, 3 à 5 posts par semaine à peu près sur LinkedIn. Il n'y a pas un post que je ne fais pas relire par ChatGPT. C'est-à-dire, chaque fois que j'écris quelque chose, je demande à ChatGPT de me relire, de me proposer d'autres versions, et systématiquement, je reprends 1 ou 2 idées proposées par GPT, parce que je sais que c'était l'intelligence artificielle a parfois un éclairage qui est différent. Cette capacité d'accompagnement créatif, désormais, ça devient le quotidien des marques de mode. À condition de savoir s'en servir, bien sûr, sinon on ne tient plus la barre. Vincent Grégoire, vous êtes directeur de la prospective pour l'agence de conseil Nelly Rodin. Vous parlez d'algocratie, c'est-à-dire ? Cette culture de l'algorithme, cette culture où on vous donne à voir, à percevoir que ce qui va vous rassurer, vous flatter. Nous, ça a été un vrai bouleversement, cette intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on peut parler d'intelligence? Ça, on va renouer avec ce débat-là. Mais voilà, dans les processus pour confirmer justement des tendances ou pour anticiper des tendances, ça a été vraiment... C'est un outil à double sens. C'est une grande aide pour la créativité, pour la création. Ça fait gagner un temps fou. Encore faut-il avoir des idées, encore faut-il avoir un imaginaire, encore faut-il avoir du vocabulaire pour nourrir tous ces outils-là. Mais par contre, ça permet d'avoir un baromètre des typologies de produits, des typologies de couleurs, des typologies de matières, des typologies de formes relativement en avance. Donc ça a à la fois réduit le scope des créatifs ou des
ou des commerçants, mais ça l'a aussi enrichi. Donc c'est un outil vraiment un double jeu, un double sens. C'est intéressant parce qu'on dirait que en toile de fond, vous dites un peu tous les trois pareil, c'est-à-dire l'IA peut être un outil formidable, mais il faut d'une certaine façon savoir s'en servir et la mettre à la bonne place, Adil Boudadi. Je pense que je reviens sur la terminologie d'algocratie. Ce qu'on voit en tout cas, et je parle purement dans mon exemple chez Autone, on a des marques qui commencent à essayer de se réinventer via justement l'utilisation de la data. Donc qui ont compris que malheureusement l'équation de la mode, c'est plus j'ai un bon produit, je mets du marketing dessus et du coup je vais vendre. Maintenant c'est littéralement dans une logique d'optimisation. Ce qui est assez intéressant à prendre en compte, je pense, c'est en fait comment on utilise l'IA pour expliquer justement cette logique algorithmique. La peur de chaque utilisateur, c'est de passer d'un fichier, on va le dire en toute honnêteté, d'un fichier Excel relativement standard à une logique algorithmique sur plusieurs niveaux de forecast, etc. Et bien évidemment, cet utilisateur en question n'a pas cette compétence, on va dire, de mathématiques appliquées, d'ingénierie informatique, pour comprendre ces différents types d'algorithmes et comment ces algorithmes vont fonctionner. Par contre, on utilise l'IA générative pour faire comprendre à l'utilisateur pourquoi la plateforme a décidé d'utiliser ces différents algorithmes dans une sémantique qui est propre et facile à comprendre pour l'utilisateur. Et je pense que c'est là où le futur de l'IA, en tout cas dans la mode, va arriver. C'est littéralement d'arriver de dire toutes les tâches qui étaient avant faites manuelles, même d'un point de vue design, d'un point de vue développement produit, etc. Comment on fait là optimiser et accélérer la vélocité de toutes ces tâches pour mettre au centre l'humain. Je pense qu'encore une fois, si on regarde d'un point de vue data et IA, on a tendance à oublier que, au final, il y a de la data qui entraîne tous ces algorithmes. Donc, quoi qu'il arrive, cette data-là était une conséquence des actions humaines. Et je pense que c'est ça. C'est littéralement remettre l'humain au centre du débat. Et c'est un peu le défaut de tous ces algorithmes, c'est que tout finit par se ressembler, tout finit par se standardiser, se mondialiser, aller de plus en plus vite. Et justement, il y a de plus en plus d'utilisation de l'intelligence artificielle en mode sécession, en mode rébellion, en mode transgression. C'est-à-dire qu'on a une information et justement, on va faire exactement l'inverse pour s'échapper, pour s'extraire de cette massification, de cette globalisation. Alors je vois que toi aussi, Yann Rivo, quand Waze te propose un trajet, tu prends un autre pour voir si on peut finalement aller plus vite. Le point de l'intelligence artificielle est, de toute façon, c'est incontournable. De même que Excel a été incontournable en 1985, de même que Internet a été incontournable en 1995, de même que Facebook est incontournable en 2005, désormais, l'IA aussi est incontournable. Le point désormais majeur, c'est comment est-ce qu'on l'utilise et comment on retrouve une véritable pertinence humaine. Tout ce que je dis, ça vient du cœur. Tout ce que je suis en train de déclarer en ce moment, c'est pas une réflexion. C'est une base où j'ai des valeurs, j'ai des croyances, j'ai des certitudes. J'ai écouté beaucoup de personnes et je reprends tout ça et c'est le cœur qui me dit ce que je suis en train de dire. Quand j'écoute ChatGPT, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'instinct, il n'y a rien. Il y a juste de l'analyse. Et cette analyse, elle est plate. Elle est intéressante, elle est très complémentaire. Je le disais tout à l'heure quand j'ai créé un post, elle est très complémentaire, mais elle reste plate. Eh bien, cette platitude, c'est à nous de comprendre comment on va réussir à la transformer, toujours avec cette formation et cette intelligence humaine qu'on va pouvoir ajouter. Et je reprends encore sur Excel, un tableau de chiffres, ça ne veut rien dire. Par contre, quand on a une vraie maîtrise de Excel, qu'on sait faire des jolis tableaux croisés dynamiques, on arrive à définir des corrélations qu'on n'avait pas nécessairement à l'origine. On a eu la même chose avec Internet. On voit comment il peut y avoir des fake news dans tous les sens qui sont sortis et comment aussi les Russes essayent encore en fait, de détourner, par exemple, des fausses informations en donnant n'importe quoi. Eh bien, cette intelligence humaine permet à un moment de transférer clairement l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce sens que les marques de mode, je pense, vont réussir quelque chose de très beau. Très beau parce qu'elles ont toujours eu cette intelligence humaine. De comprendre que telle couleur fonctionne, de pourquoi est-ce qu'on aime telle forme. Eh bien là, il y a peu ou pas de robots qui sont capables de le faire. Par contre, il y a des êtres humains qui sont capables d'inviter les tendances. Donc à nous de stopper les sociétés comme Chine, par exemple, qui ne font que de l'IA, parce qu'elles scrapent tout. Et on le voit, si on demande un style de Chine, ça n'existe pas. Vous les aimez pas trop, hein? Non, pas trop, non. Mais
ça se sent... Et là, c'est le cœur qui parle aussi. Hein. Mais on le voit, c'est une société qui propose 8000 produits par jour. Elle ne propose pas derrière une tendance, une croyance. Elle n'a aucune vision derrière, aucune vision humaine. C'est de la junk fashion, quoi. C'est exactement. Donc de ça, à nous de créer aussi un capitalisme qui va être capable de remettre de l'humanité et l'être humain en place, comme tu le disais tout à l'heure. Messieurs, pour ce plateau très masculin, mais déjà si intéressant, je vous propose d'accueillir Émile de Wilde. Bonjour Émile. Tu es consultant chez Capgemini Invent, ingénieur matériaux, spécialisé dans les problématiques environnementales liées au monde de la mode et du textile. Et nous allons avoir le plaisir de t'écouter. Émile, en préparant ton intervention, tu m'as parlé de Jacques Ellul et de son système technicien. Alors, pourquoi avoir pensé à Jacques ? Qui est Jacques ? Oui, eh bien Jacques Ellul, c'est un penseur français qui est souvent considéré comme l'un des précurseurs de l'écologie politique en France. Et dans l'après-guerre, il a théorisé ce qu'il appelle donc la société technicienne, qui va être un peu le changement de paradigme de la société, qui va se réarranger autour du développement technique. Mmh. Pour essayer d'un peu illustrer son propos, on va prendre l'exemple de la fibre artificielle polyester. D'accord. C'est une fibre qui a été introduite dans les années 40, fin des années 40. Une fibre qui avait l'intérêt d'être à très bas coût. Elle remplace le coton et donc libère beaucoup d'espace de terre cultivable. Elle demande moins de main-d'œuvre. Malheureusement, très vite, on se rend compte que son processus de fabrication est très toxique. On se rend compte également que la ressource dont elle est issue, le pétrole, est disponible en quantité limitée. Et de manière beaucoup plus insidieuse, on se rend compte plus d'un demi-siècle après qu'elle va aller relâcher des microparticules dans l'eau. Et ces microparticules, on va les retrouver un peu partout dans le monde, jusqu'en haut des montagnes, jusqu'au fond de l'Antarctique. Et on en est au stade où la WWF a démontré qu'un humain moyen va aller ingérer l'équivalent d'une carte bleue de microplastique chaque semaine. Donc en fait, cette espèce de cascade de problématiques qui se crée au fur et à mesure avec l'innovation technique, c'est ce que décrit Jacques Ellul dans son œuvre donc, du système technique en 1977. En substance, ce qu'il décrit, c'est un processus habituel selon lequel on va essayer de résoudre une situation initiale avec une solution technique. On obtient donc une nouvelle solution et avec elle, évidemment, son nouveau lot de problèmes. Ce qu'il décrit malheureusement, c'est que ce nouveau lot de problèmes... avec une solution technique à la complexité grandissante, eh bien, la complexité de la solution entraîne aussi la complexité des problèmes. On n'est pas très loin du serpent qui se mord la queue. Enfin, dans le cas de l'industrie textile, en tout cas, si on s'intéresse aux problèmes que l'on essaye de résoudre avec l'intelligence artificielle, là aussi, beaucoup de questions se posent. Oui, et en effet, on peut se demander quels sont les problèmes que l'on essaie de résoudre avec cette IA. On a mentionné déjà pas mal de sujets ici. On a parlé de supply chain, on peut parler de diminuer le temps de production, de diminuer le gâchis lors de la production aussi, également d'aller accompagner le processus créatif qu'on a mentionné. Ce qu'il faut se demander, c'est en retour quels sont les problèmes que l'on pressent venir de l'utilisation de cette IA. C'est aussi quelque chose qu'on a commencé à évoquer, j'ai l'impression, mais on peut déjà penser aux tensions liées aux ressources minérales, les minerais, etc., qui sont nécessaires à toutes les ressources d'ordinateurs nécessaires pour utiliser cette IA. On peut penser à l'énergie aussi de l'utilisation intensif de calcul. On peut penser au recyclage de ces machines. Après, il y a d'autres problèmes qui sont liés plus intrinsèquement à l'intelligence artificielle, les biais qui sont intrinsèques malheureusement à son fonctionnement et qui se retrouvent dans ses résultats. On peut aussi penser à des problématiques de propriété intellectuelle dans la conception de produits créatifs. Et tout ça, c'est sans parler de tous les problèmes qu'on n'a pas encore assez de recul pour prévoir arriver. Et ça, on peut être sûr qu'il y en aura. Du coup, difficile de comparer tous ces enjeux et de nous demander d'arbitrer entre un sujet qu'on semble un peu connaître et un autre sur lequel on a assez peu de connaissances sur l'ampleur des ramifications. Moi, c'est là que ça me fait penser au roman de science-fiction Le Guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams, qui décrit avec pas mal d'humour l'inutilité de l'ordinateur le plus puissant de l'univers si la question qu'on lui pose n'est pas la bonne. Car fondamentalement, tout cela a pour but de nous permettre de répondre à des questions grâce à cette IA. Encore faut-il que la question que l'on pose à l'IA soit la bonne, et donc que le problème que l'on cherche à résoudre soit bien cerné. Parce que fondamentalement, le problème numéro 1 de l'industrie de la mode dont on parle aujourd'hui, comme le décrit le rapport Fashion at the Crossroads de Greenpeace, c'est son volume. Oui, exactement. Le textile est devenu un problème mondial majeur le jour où la fast fashion a conquis le monde. D'après la Banque mondiale, le nombre de vêtements qu'on a vendus a doublé entre 2000 et 2015,
Et pendant ce temps, le nombre de fois que ces vêtements sont portés a été divisé par 2. Plutôt que technique, le problème ne serait-il pas plutôt humain et rattaché à la relation que nous tissons avec nos vêtements ? Une étude de Movinga illustre cela bien avec des consommateurs de nombreux pays, le résultat le plus flagrant étant celui avec les consommateurs belges. Les Belges pensent avoir porté en moyenne les 3/4 de leur garde-robe lors des 12 derniers mois, et c'est en réalité les 9/10 qu'ils n'ont pas porté. Ce que ça illustre bien, c'est ce que souligne Valérie Guillard dans son ouvrage « Du gaspillage à la sobriété ». Le problème ne trouverait-il pas son origine dans la schizophrénie de notre conception du gaspillage, qui nous incite à détester le gâchis de nourriture ou encore d'énergie, tout en soutenant une boulimie d'objets. Et ben voilà, encore un problème après une solution qui elle-même donnera lieu à un problème et des solutions. Merci beaucoup, Émile de Wilde, pour cet éclairage. Je le rappelle, tu es consultant chez Capgemini Invent, ingénieur matériaux. Alors on le sait, la technologie va probablement continuer son ascension et devenir indispensable dans chaque domaine. Une fois qu'on a dit ça, comment l'innovation technologique, notamment l'IA, peut servir le progrès ? Comment l'innovation et le développement durable peuvent se servir mutuellement ? On va essayer de répondre à ces questions. Yann Rivoalan, donc vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter. Comment certaines analyses produites par l'IA peuvent servir le progrès humain et par exemple soutenir les salariés dans des tâches plus complexes ? Est-ce qu'il peut y avoir, comme le disait tout à l'heure Adil, ce lien IA humain, l'intelligence humaine à la fin ? Oui ? Alors, il y est, ainsi que dans toute la digitalisation qu'on connaît depuis des années. Avoir un ordinateur, évidemment, a facilité la transmission d'informations depuis l'apparition du mail, et ainsi de suite. Là où ça change fondamentalement les choses, c'est dans tout le travail répétitif et intellectuel qui pouvait exister. Ce travail répétitif se faisait par exemple dans la supply chain. Une vision meilleure des stocks permettra évidemment d'avoir aussi des meilleures ventes. Donc c'est à la fois des gains écologiques et en même temps des gains économiques. Donc il y a un premier point qui se voit, et on le voit, qui se voit en fait dans la pertinence en fait du travail qui va se faire dans les marques de mode, par exemple son supply chain. Ça va se faire aussi dans la partie créative, de pouvoir utiliser l'IA pour avoir encore plus d'idées, parce que l'IA est capable de nous challenger, permettra là aussi d'avoir une meilleure créativité. Je reviens sur la question en fait de l'ordinateur qui est capable de donner la bonne réponse. Alors la réponse, c'est une blague de geek, c'est 42. Vous pourrez l'enlever du podcast ou le laisser. En fait, tous les geeks riront beaucoup à cette blague, en fait, et malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Mais vous ne nous expliquerez pas, là. Non, comme ça. Mais okay, c'est de là d'où vient l'origine de l'école 42 pour tout savoir, en fait, créée par Xavier Niel. Et puis c'est la fin du livre, donc je ne voudrais pas tout... Ne divulgâchez pas, exactement. En bon français. Donc je reprends ce point qui est un ordinateur n'est pas capable de comprendre la réponse. Donc quand GPT ou DALL-E nous montre un chat, il ne sait pas que c'est un chat. Alors qu'un bébé va savoir que c'est un chat. À partir de à peine en fait, quelques mois, il comprend en fait, que c'est un animal. Alors que GPT ne comprendra jamais que c'est un animal. Il comprendra juste la somme de ces informations. Donc là où, pour chacun d'entre nous, il y a un gain extraordinaire, c'est qu'on va, grâce à l'IA, avoir des tâches plus simples. On l'a avec Google, puisque chaque fois qu'on cherche une information, la réponse est plus simple. Avec GPT, la réponse est non seulement plus simple, mais en plus structurée. Mais ça n'empêche pas cette définition et cette intellectualisation forte de c'est quoi un chat ? En quoi c'est doux, en quoi c'est important, en quoi ça nous accompagne, en quoi ça permet d'être plus heureux. Eh bien, tout ce qui est mis en place en ce moment dans l'intelligence artificielle nous oblige à être meilleurs intellectuellement, nous oblige à tirer plus nos émotions, nous oblige à avoir des valeurs encore plus importantes. Vincent Grégoire ? Oui, dans la même direction, plus d'émotions, et ce sont des supercalculateurs qui nous font gagner du temps, qui nous font gagner en information, mais par contre... Voilà, j'attendais le mais. Mais dénués de conscience. Il n'y a pas de conscience. Moi, j'ai des doutes quant au mot intelligence. Voilà, c'est très mécanique, c'est très technique, mais il manque la dimension humaine, comme disait Yann, ou émotionnelle. En termes de créativité, par exemple, est-ce qu'avec l'IA, demain, on pourrait se retrouver un peu habillés tous pareils ? C'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas. Ça tend, avec la fast fashion ou l'ultra fast fashion, ça tend à aller dans cette direction-là. Mais il faut compter toujours sur les snobismes, la puissance de la transgression, de la rébellion. Tous ceux qui ont envie de faire un pas de côté, qui veulent être au courant des tendances, mais qui veulent s'en démarquer, s'en affranchir et justement créer leur propre personnalité, leur propre identité. Par contre, l'intelligence artificielle, elle peut permettre ça. C'est-à-dire en fonction de certaines données morphologiques, ergonomiques, esthétiques, de programmer l'outil de manière à vous sortir un produit qui va être unique.
Donc ça peut être une façon de créer de la haute couture ou de la haute facture ou de la haute techno-facture. Aussi, c'est un danger pour la créativité, mais c'est aussi une source c'est un champ des possibles qui s'ouvre à nous. Yann Rivaux-Allan. Je prends ce point de créativité à travers 2 items qui sont presque, qui ne vont pas dans un sens intellectuel simple. On a l'impression, par exemple, avec plus de sobriété, qu'on va avoir moins de créativité, parce qu'on va s'acheter des vêtements qui seront tous blancs, bleus, etc., pour pouvoir être portés n'importe quand. C'est faux à 2 titres. On le voit à travers la chronique. Les gens, en fin de compte, ne savent pas nécessairement tout ce qu'ils ont dans leurs armoires. Quand on doit acheter moins, on achètera aussi plus créatif, parce que les produits auront encore plus de valeur. Donc on doit aller vers une sobriété dans les achats, parce que ça nous obligera à acheter des produits plus créatifs, parce que quand on achètera quelque chose, on en aura vraiment envie. Donc aussi quelque chose de plus créatif. Eh bien, l'IA, ça va dans le même sens. À partir du moment où l'IA nous accompagne dans la création et qu'elle permet d'avoir plus d'accessibilité sur la data, sur, par exemple, la gamme de tissus, sur la data dans la capacité à pouvoir créer des nouvelles matières et sur la data à pouvoir tester des nouvelles formes, là aussi, on aura des produits qui vont être plus créatifs. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Yann. Il y a aussi toute une catégorie d'individus Vincent Grégoire. Qui ont un besoin d'existence, de reconnaissance et qui sont absolument pas dans la sobriété, qui se retrouvent pas dans la sobriété. Il y en a aussi qui sont dans l'accumulation, dans l'immédiateté, dans la gourmandise, dans le plaisir, dans la reconnaissance, dans le bénéfice. Ils veulent surtout pas être dans la coercition, dans la punition. Ils veulent. Il y a aussi une catégorie d'individus, souvent issus des classes populaires d'ailleurs, sans stigmatiser qui que ce soit, qui sont en demande d'existence et qui ont besoin de cette hyper-consommation pour être eux-mêmes. Émile le disait, 9/10 des vêtements des Belges restent dans les placards. En France, d'après l'Agence de la transition écologique, c'est 70%. On n'est pas non plus super. Adil Boudadi pour Automne, une question pour vous. Émile parlait justement à l'instant de supply chain pour les marques de prêt-à-porter. L'IA, c'est une solution pour améliorer ça ? L'IA est un pilier en termes d'optimisation de la supply chain. J'ai travaillé pendant très longtemps chez Kering, qui est un des pionniers en matière de sustainability dans le luxe. Et je me souviens, on avait souvent cette discussion-là en termes de quel est le meilleur levier en termes de sustainability. Et bien évidemment, la plupart des équipes merchandising, équipe design, etc., avaient en tout cas cette obsession de trouver des nouvelles matières premières, faire des t-shirts en coton organique, faire du cuir à partir de fruits, exactement, etc. Et au final, on a perdu, avec cette obsession au final de voir ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, on a perdu au final cette logique relativement pragmatique et cartésienne et de se dire, mais au final, on peut produire des t-shirts en coton organique, mais si on en produit 200 000 et qu'au final on en vend 50 000, l'impact en termes de consommation d'eau est absolument le même. C'est absolument les mêmes avions qui vont transporter ces t-shirts partout dans le monde, ces mêmes bateaux, etc. Mais par contre, aider les utilisateurs en termes d'une meilleure planification, une meilleure prise de décision dans leurs différentes boutiques, dans leurs différentes logiques d'assortiment, etc. C'est ce qui a un vrai impact. Et encore une fois, on le voit nous pour nos propres consommateurs, nos propres clients, pardon. C'est littéralement d'avoir cette logique de vente incrémentale, tout en ayant une réduction du nombre de pièces en vente et des niveaux de stock. Oui, Adil, parce que il y a bien sûr le gaspillage et la surconsommation, et vous en parliez, Vincent Grégoire, tout à l'heure, des consommateurs aussi, c'est-à-dire ça c'est un paradigme, mais il y a aussi les conditions de production, voire de surproduction et d'incapacité à anticiper, gérer les stocks, un sourcing, etc. Là, l'IA peut vraiment aider les acteurs de la mode. Alors l'IA gère de façon très précise les différents acteurs de la mode. Encore une fois, en temps quasi réel, comment arriver et monitorer la data de très près. Encore une fois, avec des points de data qui vont aller beaucoup plus loin, ou ce qui se fait aujourd'hui en toute transparence. L'approche qu'on a en termes de forecasting dans la mode est relativement archaïque. Parce qu'on va regarder une trajectoire d'un produit sur la base moyenne des trois derniers mois, sans aucune logique de saisonnalité, sans aucun encore aussi problème de la mode et du retail aujourd'hui. C'est que la plupart des consommateurs sont des consommateurs uniques, qui reviennent relativement jamais, qui est de plus en plus volatile, encore une fois, avec l'expansion de la fast fashion et le fait que les clients sont de moins en moins fidèles à travers les marques. Mais je voulais revenir sur le point de Valère, sur la logique est-ce qu'il y a une logique d'intelligence ? Et malheureusement, je pense que notre première expérience qu'on a eue par rapport à l'IA a été sur la partie marketing ou digital marketing, qui a été au final l'arrivée de Meta,
Et ensuite, bien évidemment, via Instagram, d'arriver et de bombarder les gens avec de l'information, du sponsoring dans tous les sens, juste parce que soit on avait liké un commentaire, on avait liké le commentaire d'un ami qui likait un produit. Et au final, il y a pas d'intelligence. Donc je rejoins Valère par rapport à ça. C'est littéralement Vincent. un effet... Vincent, pardon. Mais vous pouvez me rejoindre aussi. Valère et Vincent, tous les deux. Donc vraiment, encore une fois, c'est une approche bourrin qui a été enrobée d'une robe IA, et du coup, ça a poussé cette surconsommation. Ça a poussé cette volatilité des différents consommateurs. Et le dernier point que j'aimerais juste ajouter par rapport à ça, c'est qu'on met pas assez en avant justement les boîtes qui réussissent aujourd'hui à se réinventer. Je pense notamment à du Courrèges. Je pense notamment à une maison comme Carrel qui marche de mieux en mieux depuis certaines années, qui sont des institutions et du patrimoine français de la mode, et qui justement utilisent la data comme levier de croissance et de croissance saine. Rapidement, Vincent, on a bien compris sur la partie créativité, vous avez des doutes sur l'intelligence artificielle et notamment la partie intelligence, mais sur la partie supply chain, cet exemple-là, ça peut être pas mal. Oui, alors on a aussi un phénomène dû à la jeune génération. Vous parliez de la Gen Z tout à l'heure, ceux qui ont entre 15 et 25 ans, qui sont plus sensibles à des esthétiques d'intelligence artificielle, à une créativité d'intelligence artificielle, mais aussi une production d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils sont plus attirés, ils se font leur éducation. C'est un peu la pixel génération, c'est-à-dire ils se font leur éducation avec des écrans rétro-éclairés, et ils sont souvent plus sensibles, portés sur une consommation visuelle, esthétique, stylistique. Ils vont de plus en plus vers des marques ou des projets de designers digitaux dans la mode, dans le monde de l'art de vivre, dans le make-up, dans différents domaines. Et c'est pas pour ça qu'ils vont passer à la production. Ils se nourrissent de représentations, d'images. Du coup, il y a des nouveaux éditeurs de ces plébiscites d'images qui sont intéressants. Mais ça permet aussi de ne produire que ce qui est demandé, que ce qui est plébiscité. Donc ça intervient aussi sur un mode de production. Mais rien ne remplace les insights, ce qu'on appelle les insights. C'est-à-dire qu'il faut étudier aussi, en parallèle de l'outil qui est un accessoire, c'est pas un élément essentiel. Il faut étudier tous les challenges géopolitiques, identitaires, socio-culturels, économiques, voilà, pour mettre aussi une part d'intelligence et de conscience dans ce travail de prédiction et d'anticipation. Envie de comprendre comment la tech façonne le futur ? Intelligence artificielle, cybersécurité, cloud, transition écologique. Nos experts, clients et partenaires vous donnent les clés pour libérer la valeur de la technologie. Objectif Tech, le podcast de Capgemini. Abonnez-vous. Comment imaginer et dessiner le monde de demain en prenant en compte ces nouvelles tendances stratégiques de consommation? Comment l'IA peut être une nouvelle aubaine pour les marques? Alors en termes de créativité, de production, d'impact, de responsabilité environnementale, comment une utilisation de l'IA juste et audacieuse peut servir un modèle plus responsable et plus intelligent? C'est ce qu'on va essayer de creuser dans cette dernière partie. Yann Rivoalan, pour la Fédération française du prêt-à-porter, comment la création pourrait, utilisons un peu les grands mots, connaître une nouvelle ère avec l'intelligence artificielle? Alors, Shein montre comment une première ère existe. Je réexplique. Il scrape le monde entier continuellement. Donc, il voit qui a construit quel autre produit en fait un peu partout dans la planète. Ça leur amène un certain nombre de procès. On le voit, par exemple, des designers américains ont vu qu'ils étaient copiés, mais c'est aussi tout simplement, et c'est presque drôle, Zara ou H&M qui portent plainte contre Shein. Donc là, on voit comment l'intelligence artificielle scrape une infinité de données pour après ressortir, ça peut être pour GPT du texte, et là, dans le cas de Shein, c'est 8000 articles par jour. Donc il y a une base d'intelligence artificielle qui existe déjà. La base désormais est de se dire l'exigence du consommateur augmente jour après jour. Donc on a de la fast fashion, de l'ultra fast fashion qui propose des produits de faible qualité. Et bien en face, on va avoir de l'autre côté encore plus d'exigences dans la créativité. Parce que si d'un côté, il y a encore plus de volume, on va avoir cette même exigence de l'autre côté dans la créativité. Et il faudra, pour avoir cette créativité, toujours la force de l'humain, mais cet être humain va être accentué par l'intelligence artificielle qui permettra en temps direct d'être challengé. Ce que vous dites, Yann, c'est que le modèle Shein, par exemple, que vous contestez,
peut-être une opportunité pour des acteurs, j'allais dire, à taille humaine, pour se distinguer, pour inventer autre chose, pour raconter aussi un autre récit, d'autres produits? Shein, c'est une société qui ne se développe que grâce à l'e-commerce. Or, n'importe quelle petite marque peut être aussi connue dans le monde entier, là aussi grâce à l'e-commerce. Donc, on a des outils qui sont identiques et c'est le rôle aussi du politique de se dire comment j'accompagne cette digitalisation pour qu'il n'y ait pas que les plus gros et que le winner ne take pas all. C'est une phrase en fait entre du français et de l'anglais, mais pour qu'il n'y ait pas que les gros qui s'en sortent et qui sachent utiliser ces technos. Au contraire, que cette techno soit utilisée par tous les acteurs, les grands comme les tout petits. Et ces petits, c'est toutes ces petites marques qui aussi se développent en ce moment et qui vont utiliser cette IA pour faire par exemple des nouvelles publicités. On peut célébrer Indies qui a su faire une campagne de publicité grâce à l'IA. Donc il y a une capacité de tous les acteurs français d'être encore plus créatifs grâce à l'IA. Il y a une capacité pour tous les acteurs français d'être encore plus efficients grâce à l'IA et la démonstration d'Autone est claire sur ce sujet. Et il y a désormais une nécessité d'accompagner tous ces acteurs pour être véritablement au niveau, à la fois avec l'accessibilité de ces produits. Donc, je suis en train de demander à l'État français un certain nombre d'accompagnements pour pouvoir tirer justement ces formations. Et de l'autre côté, une exigence des acteurs français de s'intéresser à ces outils, parce que sinon, des Chines ou d'autres acteurs américains ou chinois nous dévasteront à terme. J'aimerais qu'on s'arrête rapidement sur ce sujet de l'incitation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Adil Boudadi, pour Autone? Il faudrait que là, les pouvoirs publics viennent en soutien, incitent, mettent des moyens pour que les acteurs de la mode finalement aient des compétences d'une certaine façon pour rivaliser et connaissent mieux ce nouvel outil de l'intelligence artificielle pour faire face aux géants comme Shein. Je pense sincèrement, enfin j'espère sincèrement que dans 5 ans, le verbe prompter sera dans le dictionnaire. Je pense que les gens doivent devenir des experts en prompt. Et je pense qu'encore une fois, bien évidemment, il y a une grosse partie d'éducation qui doit être faite au sein des entreprises, d'un point de vue aussi et d'un point de vue aussi de l'éducation nationale, pour faire en sorte que justement on prépare les générations futures au métier de demain. Vincent... C'est aussi une formidable opportunité pour les commerçants, c'est-à-dire de réinventer, de réenchanter le métier de commerçant. Voilà, renforcer l'expérience client, l'histoire de la marque, d'où ça vient, qui l'a fait, pourquoi c'est fait, comment c'est fait, avec quoi c'est fait. Enfin, de ramener de l'humain, de ramener du sensible dans le retail physique, de manière à réhumaniser, resensibiliser ces projets. Certains peuvent le voir comme un danger, mais c'est une formidable opportunité de réinvention de l'expérience client. Et pas voir le client que comme un porte-monnaie avec des petites pattes. Il y a tout un travail d'éducation, mais formidable à mettre en place. Émile de Wilde, pour Capgemini, tu avais une question à poser. Oui, ma question tout à l'heure, elle retournait un peu sur ce que Yann a pu décrire en début de cette partie, mais du coup, je trouve intéressant ce parallèle entre Zara d'un côté et puis Shein, qui en fait avec la puissance de l'intelligence artificielle, ce que Zara faisait avec des petites mains et des personnes qu'elle envoyait aller voler les graphiques design des marques qui sortaient déjà. On a l'impression que Shein remplace le problème Zara, en fait, peut-être qu'il s'ajoute au problème Zara plutôt. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de légiférer un peu dans ce sens-là pour essayer de rattraper justement cette espèce d'avancée technique qu'ils ont sur la loi? Yann Rivoalon. 3 points. Le premier, c'est que on légifère déjà, dans ce sens où quand l'Europe légifère sur les données, il y a un premier pas qui est fait, qui est plus global. Deuxièmement, l'OCDE a lancé une procédure contre Shein. Cette procédure lancée contre Shein va aussi dans un sens d'interdire des sociétés qui ont des comportements inhumains vis-à-vis de leurs salariés. Donc là, il y a aussi ce devoir de vigilance qui est mis en place. Troisièmement, l'État français aussi regarde comment on peut stopper ce type de société, parce que si Shein aujourd'hui fait des vêtements, plus tard il fera d'autres choses. On le voit, un concurrent comme Temu est beaucoup plus large en termes de gamme, et l'objectif de Shein, c'est de devenir le prochain Amazon. Donc ils se sont lancés sur le vêtement comme Amazon s'était lancé sur le livre il y a maintenant près de 25 ans, mais ils ne vont évidemment pas s'arrêter là. Et de même qu'Amazon fait près de 50% de l'e-commerce américain, la volonté de Shein, c'est aussi d'être un acteur aussi important.
Et les valorisations qu'ils peuvent avoir en ce moment démontrent justement cette volonté d'être omnipotent. Donc il faut nécessairement légiférer parce qu'on ne peut pas laisser tous des pans d'économie se détruire en France par des produits de mauvaise qualité fabriqués dans des conditions inhumaines. Là, on a un devoir désormais de transformation de notre économie pour éviter que l'IA d'un côté, tel que le fait Chine, et de la non-traçabilité à travers des conditions qui sont anormales de l'autre côté du monde, et donc la mondialisation, détruisent des emplois en France et détruisent évidemment leurs conditions de travail en fait, pour toutes ces personnes plus loin. Vincent Grégoire. Il faut aussi tenir compte En fait, il faut nourrir la bête. Il faut la nourrir avec de la data, avec de l'image, et ça pose des grandes questions autour de la propriété intellectuelle. Mais on est aussi face à une génération pour qui tout va vers le remix, l'appropriation, le tout gratuit, l'open source, l'open data, où il y a qu'à ces buffets, ces open buffets, on n'a qu'à se servir. Voilà, tout appartient à tout le monde. On est dans l'ère du remix. Voilà, c'est comme des surréalistes qui faisaient des collages en prenant des morceaux d'œuvres originales, mais ils en recréaient une nouvelle originale. Donc il y a des gros problèmes de législation sur à qui appartiennent les sources, quoi, en fait, d'une certaine façon. Et il y a un problème, du coup, qui naît de rapports de génération face à ce genre d'informations. Et une parole politique à peu près absente, Yann, sur ces sujets, non ? Si, elle est présente. Bruno Le Maire s'est emparé du sujet il y a maintenant quelques mois. Ça met nécessairement du temps, parce que le temps de la politique n'est pas le même que celui du média, n'est pas le même que celui du business, et surtout de la croissance exponentielle que peuvent avoir certaines sociétés technologiques, mais ça bouge. Adil Boudadi, pour automne, justement, légiférer, encadrer, ça vous paraît important, vous qui êtes un acteur, j'allais dire, de terrain, dans le concret ? J'ai toujours un problème par rapport à... Non pas par rapport à la loi, mais de voir... De trop cadrer, quoi. De trop cadrer, et aussi de voir un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense que ce qu'on est en train de vivre depuis maintenant au moins une bonne année, avec l'expansion de Chine, l'expansion de la Gen AI, je pense qu'il y a un moment où on doit avoir cette remise en question, d'un point de vue marque, d'un point de vue commerçant, d'un point de vue consommateur aussi, et d'essayer de comprendre un peu quel pourrait être le monde de demain. Non pas d'un point de vue utopique, mais littéralement de comprendre à quel point, d'un point de vue macroéconomique, les choses ont changé. Mais si on veut produire en Chine aujourd'hui, c'est beaucoup moins intéressant qu'il y a encore 5 à 10 années. La plupart des marques maintenant vont produire au Mexique parce que c'est beaucoup plus attractif, la plupart des marques américaines. Mais le Made in France dans tout ça, au final, quand on regarde en termes de coûts, les temps de production, les temps logistiques, etc., quand on produit en Chine ou en Asie, pourquoi pas recréer au final qui est le berceau textile qu'on avait en France, qui est encore une fois absolument possible à remettre en place. Comment ? Justement, très rapidement, l'IA pourrait aider à relocaliser, à refaire du Made in France une grande industrie textile puissante et j'allais dire quasiment dominante, vous pensez ? Alors déjà, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais je pense encore une fois, il faut savoir être absolument cartésien dans toute approche qu'on a et d'un point de vue stratégique. Et il faut savoir faire les choses par palier, mais je pense que c'est absolument possible, ouais. C'est la fin de cette discussion alors passionnante autour de l'IA et de la mode. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à ce premier numéro d'une belle série proposée par Capgemini. Alors si vous qui nous avez écoutés, vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, à laisser des étoiles bien sûr sur vos plateformes de streaming préférées et puis à partager cet épisode avec votre entourage. On n'a probablement pas répondu à toutes les questions, d'abord celles qu'on avait envie de poser, ni celles que vous posez, vous, chers auditeurs, mais on a pu pendant 45 minutes débattre, définir ou encore rêver autour de ce thème. En clair, on a écouté le futur dans ce podcast. Reste à écrire la suite ensemble.